Et ça y est, c'est parti, le tournoi du 6 Nations, c'est dès vendredi soir sur France Télévisions avec ce match France-Pays de Galles. Je sais pas pour vous, moi je suis complètement excité, ça y est, le meilleur moment de l'année, c'est parti, le tournoi du 6 Nations avec la première composition de l'équipe de France. C'est tombé, là voilà, Jean-Baptiste Gros, Peato Movaca, Uni Antonio, etc., etc. Je vous laisse lire. On va s'intéresser cas par cas aux décisions fortes, on va dire, de Fabien Galtier. Et on va prendre un petit peu poste par poste, si vous voulez bien. On va démarrer par, du coup, le choix de JB Gros devant un Cyril Bay. Moi, j'ai regardé, Cyril Bay a joué pourtant 2 matchs depuis son retour de blessure. JB Gros, il en a joué qu'un seul. Est-ce qu'on s'avance vers une bombe squad? La bombe squad, c'est la spécialité sud-africaine. C'est de faire rentrer tout d'un coup une première ligne aussi forte que la première ligne titulaire. Et après, eux, ils ont tiré le truc en faisant rentrer un 5 de devant aussi fort que le 5 de devant titulaire. Et bah la question elle peut se poser, est-ce que Cyril Bay est dans les yeux de Fabien Galtier devenu un finisseur, ou est-ce que c'est parce qu'il est à court de forme? S'il est à court de forme, tu ne le mets pas sur une feuille. Donc voilà, ou alors ça récompense JB Gros qui avait fait des belles prestations en novembre notamment. Donc moi j'étais pas du tout un défenseur de JB Gros, et force est de constater que il a eu des matchs références en bleu. Est-ce qu'il va confirmer? Franchement, je vais être très curieux de voir son évolution au sein du 15 de France. Pendant ce 6 Nations. Peato Movaca pour Julien Marchand. Voilà, bon, Peato Movaca, moi je le préfère titulaire. Mais bon, il n'y a pas de mauvais choix dans le poste de talonneur. Ce qui est intéressant, c'est que Peato Movaca, en fait, une fois que tu fais rentrer Marchand, tu peux le faire glisser soit en 6, comme on l'a déjà vu, soit en 8. J'avais annoncé un petit peu voilà, ce genre de truc, et je sais qu'on avait un peu tiré les oreilles. Il s'avère que finalement, c'est ce qui s'est passé. Pendant la tournée de novembre, je sais que voilà, il peut jouer 8 avec le Stade Toulousain. Il le fait pas tout le temps. Il est en capacité de le faire. C'est un joueur formidable. On se demande juste ce qu'il sait pas faire. Donc voilà, c'est un joueur qui a pas de mauvais match avec les Bleus. C'est un joueur qui a la caisse pour tenir 80 minutes internationales. Donc, c'est quasiment un remplaçant qui est déjà sur le terrain. Winnie Antonio, vous êtes beaucoup en live à m'avoir dit ouais, je comprends pas pourquoi il est là. Le poste de 3 est assez faible. En tout cas, on a peu de certitude au niveau du poste de 3. Et le fait de conserver un Winnie Antonio qui sera sans doute pas là en Australie, c'est pour faire une transition. On sait que Tatafou est blessé, Tatafou est censé être la relève. On sait que Georges-Henri Colombe, c'est pareil, ça doit être la relève aussi. Donc du coup, le fait d'avoir un papa comme Winnie Antonio, ça permet de faire une transition, ça permet d'épauler. Et puis quel joueur c'est encore? Quel joueur c'est? Et pour aller prendre le centre du terrain, Winnie Antonio, je pense que c'est plutôt pas mal. Sachant qu'en plus, il a des mains. Attention, le petit pivot autour de son corps, là, il le maîtrise bien. Il y avait une autre interrogation avec la blessure de Flamand. Bien évidemment, on ne remplace pas Thibaut Flamand comme ça. Il n'empêche qu'Alexandre Roumat, c'est tout à fait logique. J'ai vu pareil des gens dire mais Roumat en 4, est-ce que ça va être utile? Avez-vous regardé les matchs de l'équipe de France? Puisque à chaque fois qu'il est rentré en 4. Et pour Fabien Galtier, il adore faire ça. Il avait fait ça avec Woki. Il le considère, à mon avis, aussi comme un flanqueur, puisqu'il l'a déjà mis en 7 ou en 8. Mais il l'imagine vraiment bien comme un numéro 4. Et c'est vraiment ces deuxièmes lignes modernes qui ont des mains, qui ont des grandes capacités sur le terrain de déplacement. Et puis il a le super pouvoir de la touche. C'est le capitaine de touche du Stade Toulousain, si je dis pas de bêtises, corrigez-moi. Et je ne serais pas surpris de le voir faire des annonces. Et on sait que c'est un élément extrêmement important. On sait que l'équipe de France a été mise en difficulté sur la touche. Donc, avoir Alex Roumat, s'il est dispo en numéro 4, ça ne me choque pas, en l'absence de Thibaut Flamand. Emmanuel Meafou, on a tendance à l'oublier, mais on a peut-être le meilleur numéro 5 du monde dans notre équipe. Pareil, gros porteur comme Antonio, dans notre style de jeu, c'est cohérent. Puis biberonné au offload et au fait de tout le temps avoir cette volonté de passer les bras, de faire vivre le ballon, de même si il est en train d'être pris par un ou deux joueurs, il essaie toujours de sortir les bras pour faire vivre la balle. C'est une énorme qualité qu'il a. C'est pas qu'un perforant, c'est pas qu'un défonceur de gueule. Il a ça, mais il faut aussi jouer. Et jouer derrière lui, ça doit être un petit bonheur. La troisième ligne en l'absence d'Olivon, et encore j'ai envie de vous dire, Boudéon était presque passé devant, mais on est quoi qu'il triste pour Olivon. François Cros, le président, Grégory Aldrit et Paul Boudéan qui fait un début de saison incroyable, avait complètement pris le maillot en novembre. Moi je trouve que c'est une troisième ligne qui est plutôt terrifiante. Après c'est vrai qu'il y a Greg Aldrit qui est un peu en deçà. Greg Aldrit, je le vois un petit peu plus comme un numéro 6, comme quelqu'un qui va faire beaucoup de travail de l'ombre, c'est-à-dire des soutiens offensifs, des soutiens défensifs. C'est quelqu'un qui va relever les ballons pour générer une première dynamique. C'est pas quelqu'un qui va éclater les adversaires. Il est pas là pour ça, il est plutôt là pour créer des mini-brèches. Il a cette intelligence de jeu au niveau des steps, de réussir à se décaler, à offrir aussi le ballon. C'est un profil très précieux.
Maintenant, est-ce qu'il tient encore 60, 70, 80 minutes? Je suis pas sûr, mais on a du monde sur le banc, on a du monde à faire rentrer en deuxième ligne ou en troisième ligne. Donc, utilisons Aldrit pendant 50 minutes à fond. Et puis après, à lui de nous dire s'il tient ou pas. Mais pour moi, il est indiscutable. Le retour de la charnière au Tamac, 450 jours et des bananes, voilà, sans l'équipe de France. Il est de retour. Je vais parler plutôt du triangle, on va dire, décideur d'une équipe, à savoir 9, 10, 15. Pendant très longtemps, c'était des 9, 10, 12 aussi, qui étaient plutôt des décideurs. C'est vrai que là, le 9, 10, 15 est extrêmement important dans le système de jeu français, puis globalement dans beaucoup de systèmes de jeu. Regardez, chez les All Blacks, c'est pareil. Chez les Sudaf, c'est pareil. Et concrètement, Antoine Dupont, qui en plus, avec la règle des numéros 9, qui auront un peu plus de liberté, devrait se régaler. On avait déjà vu énormément d'activités border ruck, beaucoup de ballons portés par Antoine Dupont dans cette zone pour sans doute resserrer, monopoliser beaucoup de défenseurs sur lui. Et maintenant, il va être épaulé par Romain Tamac et du coup Thomas Ramos, je pense, parce que forcément, sur le premier temps de jeu, ça risque d'être Romain Tamac. Et puis après, droite-gauche, ça dépend. Il y aura en deuxième manipulateur souvent du Thomas Ramos ou du Romain Tamac. Et là où c'est important, c'est que ces trois mecs vont aussi couvrir le terrain et occuper le terrain. On sait que le rugby, c'est un gagne-terrain. Donc le jeu au pied de cette équipe de France est hyper important, surtout dans la stratégie de dépossession. On va arrêter de se mentir. On va pas envoyer 12 000 ballons, jouer tous les ballons comme les All Blacks ou jouer 12 000 ballons même maintenant comme les Anglais. On ne joue pas comme ça, ce n'est pas comme ça qu'on progresse. Essayer de plus tenir la balle une fois qu'on est dans le camp adverse, ça j'aimerais bien, je pense que c'est la volonté des Bleus, mais à mon avis il n'y aura pas une prise de risque énorme. On a des artilleurs magnifiques comme Ramos, Ntamak et Dupont avec les deux pieds. Donc on a vraiment de quoi mettre des coups de pied de pression, on a en plus ce qu'il faut sur les ailes, on a de quoi mettre beaucoup de coups de pied d'occupation, avec beaucoup de 50-22. Et puis ces trois mecs qui vont se retrouver donc à la couverture du troisième rideau avec souvent en binôme, donc c'est soit le 15 et le 10, soit on avait même vu Antoine Dupont couvrir en troisième rideau. Est-ce qu'il va l'utiliser comme ça lors du tournoi du Six Nations? Franchement, c'est à regarder, ça va être une vraie question qu'on va devoir regarder au niveau de la stratégie, mais quoi qu'il arrive, ces trois mecs en forme, à mon avis, on nous les envie beaucoup. Je vois pas d'autres nations qui ont autant de talent dans autant de postes. Je vous vois venir, ceux qui vont me dire que Romain Tamac, il est pas en forme, il est nul. Et je ne suis pas du tout de cet avis. Après, on a le droit d'être en désaccord. Je l'ai trouvé jouer très très juste contre les Sharks et lors des derniers matchs de l'équipe de Toulouse. J'ai retrouvé cette justesse et après, Romain Tamac, ça n'a jamais été un joueur qui traversait 4 fois le terrain dans un match. Par moment, il peut le faire, mais ça n'a jamais été ce style de joueur-là. C'est un joueur qui joue juste dans un temps extrêmement limité. Et ça, c'est précieux. Ensuite, sur les ailes, on a une information, c'est que Teouati Sogbe est donc le numéro 3 au poste, derrière Louis Bielbiarré et Damien Penaud. Moi, je suis hyper content, c'est ce que je pensais. Certains me trouvent peut-être un peu dur avec Gabin Villiers. En fait, Gabin Villiers, moi, j'ai adoré l'aimer. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, la France ne joue plus comme ça. La France joue sur des qualités qu'il n'a pas, en tout cas qui ne sont pas ses qualités premières par rapport à d'autres, à savoir la vitesse. Et le combat de Gabin Villiers est bien évidemment merveilleux, mais c'est plus là-dessus qu'on attend nos ailiers. C'est pas là-dessus, sur tout ce qui est aspect technique, jeu de main, jeu de pied, vitesse. Et forcément, on a d'autres joueurs plus forts. Donc, Teouati Sogbe, c'est tout à fait normal qu'il soit numéro 3 dans le ranking. Et donc, en l'absence de Damien Penaud, ça fait chier. On a quand même un Teouati Sogbe. Et il peut nous régaler dès vendredi soir. La dernière interrogation, c'était le poste de 13, puisque on avait eu plus ou moins la confirmation dans les interviews de Fabien Galtier que Yoram Moefana allait prendre le poste de 12 en équipe de France. C'était Pierre-Louis Barassi, Gaëton ou Deporter. C'est donc Pierre-Louis Barassi qui a été choisi. Pierre-Louis Barassi, c'est un joueur qui est formidable. Moi, j'ai tendance à dire qu'il n'y a pas de mauvais choix. Barassi ou Deporter, concrètement, c'était quoi qu'il le bon choix. Maintenant, c'est pas forcément le choix que j'aurais fait. Je trouve que le centre du terrain, c'est un endroit extrêmement dangereux. Et donc, je préfère avoir des mecs qui ont des réelles connexions et utiliser des mecs qui jouent en club. Je trouve ça plus cohérent, presque plus cohérent sur les postes de 12 et 13 que sur les postes de la charnière. Tu vois, puisque à ce niveau-là, la charnière, c'est des QI rugby ultra élevés, et donc les mecs peuvent jouer avec n'importe qui. Le 12 et le 13, ils doivent assurer tellement la défense, être tout le temps en communication. C'est une zone qui est tout le temps fracassée par la zone 10, 12, 13. C'est une zone qui est vraiment attaquée par les adversaires, avec de plus en plus d'incertitudes, et donc vaut mieux savoir communiquer ensemble.
Attention, ça ne veut pas dire que Barassi va pas savoir communiquer avec Thuram, etc. Et c'est totalement mérité pour Barassi vu le niveau de jeu. Quand ce joueur est laissé tranquille par les blessures, c'est un joueur formidable qui a beaucoup de gaz et qui est un numéro 13 qui va savoir breaker des lignes, qui va savoir faire des offloads juste derrière. Il sait faire jouer en défense. Il s'y file. C'était le choix du roi, il n'y a pas de mauvais choix. La team Barassi va être contente, la team de Porter va être déçue. Voilà, c'est comme ça. Il mérite, malgré tout, ce joueur, d'être titularisé en équipe de France, vu son niveau et vu ses prestations récentes. Maintenant, il reste le banc, donc Georges-Henri Colombe, qui est donc le remplaçant attitré de Winnie Antonio. C'est ok, il a besoin d'emmagasiner des matchs, et puis on souligne quand même sa performance de 70 minutes face à All Black avec une gastro. Ça, on le respecte. Hugo Radou, ouais. Non, mais forcément, le débat est présent. Hugo Radou, pour moi, n'est absolument pas le meilleur deuxième ligne français actuel qui aurait pu être là. J'ai diffusé la conférence de presse du 15 de France et en direct. Voilà, je vous invite à voir. Le live est totalement disponible en VOD sur ma chaîne Twitch. Moi, je m'énerve parce que il faut poser des questions moins frontales à Fabien Galtier sur juste la présence d'Oradou et Djegou. Allons sur le terrain. Qu'est-ce qui justifie la présence d'Oradou au détriment d'un Brennan qui semble être plus complémentaire, plus complet comme joueur, qui n'a certes pas le super pouvoir de la touche qu'a Oradou, mais c'est le seul truc positif qu'a Oradou par rapport à un Joshua Brennan. Moi, je ne comprends pas pourquoi Joshua Brennan n'est pas sur cette feuille de match. Il est dans les réservistes. En plus, il couvre plusieurs postes. Il a cette polyvalence-là. Je dis pas qu'Oradou est un mauvais joueur, attention. Mais je pense que Joshua Brennan est bien plus fort et nous apporte plus de choses. Et c'est un joueur qu'il faut lancer. C'est un jeune joueur aussi. Donc, quand tu rajoutes à ça, bien sûr, les affaires et l'image du 15 de France, je fais partie des gens qui ne sont pas spécialement contents de voir Oradou et Djegou. Je vous invite à lire la déclaration de Jessie Trémoulière, qui est donc une icône des joueuses françaises de rugby, et qui a déclaré un truc assez juste. Elle dit on n'est pas là pour leur dire de plus être sélectionnable. On va pas leur enlever la sélection à vie. Mais 6 mois après les affaires, c'est peut-être un peu tôt. Et moi, je me range assez derrière ça, où je trouve que sportivement, c'est pas justifié. Et pour Hugo Oradou, et pour Oscar Djegou, mais à mon avis, ce que veut faire Fabien Galtier, c'est il veut mettre les affaires derrière nous en nous mettant des images de Oradou et Djegou. Admettons, il y a un doublé de Djegou ce week-end, et bah forcément on aura une autre image et ça va petit à petit regagner le cœur du public. Je pense que c'est sa stratégie, j'en sais rien, mais j'imagine que c'est ça. Moi, ça m'embête un petit peu. J'aurais préféré que ça se tasse, sachant que Brennan peut largement remplacer Oradou et que Abadi aurait très bien pu être à la place de Djegou. Même si sportivement, en ce moment, Oscar Djegou est phénoménal, avec une énorme présence sur le terrain. Il est tout le temps debout. Il a un retour en jeu qui est impressionnant. Tu le vois partout sur Internet. Tu le vois partout, tu as l'impression qu'il est infatigable. J'imagine les commentaires que vous allez me mettre dans les descriptions, bien sûr. Mais ouais, ça fait chier parce qu'on aurait pu s'éviter tout ça et parler que de jeu, quoi. Et moi, c'est ce que j'aime, je préfère parler du jeu. Mais bon, voilà, là, on est quand même devant un cas un peu particulier. Michael Guillard, qui est de retour de blessure, le joueur du Loup, c'est un joueur qui est assez méconnu, qui est trop méconnu, je pense. C'est un joueur exceptionnel. C'est un utility player incroyable. Je pense que le Loup est pas assez diffusé. Ce joueur-là, il peut jouer 4, 5, 6, 7, 8. Il est impressionnant et c'est aussi un très jeune joueur. Je pense que c'est un joueur qui fait pas de bruit, mais qui peut devenir très important dans ce 23 de France, ce 33 de France en vue d'une Coupe du Monde en Australie en 2027. Ensuite, Fabien Galtier a toujours la volonté de faire des bancs en 6-2 avec 6 avants et donc 2-3 quarts. Il y a donc Nolan Le Garec qui sera le remplaçant d'Antoine Dupont, à voir si Antoine Dupont bascule 10 ou pas, ou s'il sort Antoine Dupont, franchement on verra. Et Emilien Gaëton qui donc pour lui sans doute apporte plus d'assurance sur ce poste d'aile et de centre, sans doute une meilleure polyvalence, puis il était présent quand même dans le rassemblement de novembre, ce que Nicolas Deporter n'était pas. Pour moi, Nicolas Deporter est le réel perdant de cette composition. Je dis pas qu'il y a de l'injustice, je dis juste que quand tu te mets à la place juste du joueur, bah à mon avis il doit être déçu tout simplement, et il aurait pu espérer être soit le 13, soit le 23. Bon bah c'est pas le cas. Il retourne en club là, donc il va pouvoir se reposer un petit peu. Donnez-moi vos avis sur la composition de l'équipe de France, mais je vais en profiter aussi, comme elle est sortie, pour s'attarder un tout petit peu sur nos adversaires de vendredi, avec une première ligne que je trouve
assez faible. Gareth Thomas, Evan Lloyd, Henry Thomas. Même d'ailleurs, les supporters gallois, à la suite de l'annonce de cette compo, annoncent soit un 65-0. Je ne serai pas de cet avis-là. Je pense qu'il faut faire quand même attention sur cette équipe galloise qui est la définition même de la résilience, c'est-à-dire qu'ils peuvent subir des coups et tenir et résister et nous embêter. Je pense qu'il faut construire le match de manière intelligente. Quand il y a des pénalités qui s'offrent à nous au tout début, il va falloir prendre les points, il va falloir d'abord construire notre match, les fatiguer sur certaines zones et surtout les fatiguer devant, parce que derrière je pense que ça peut vraiment s'ouvrir. Mais on s'intéresse devant, leur deuxième ligne est très belle. Will Jordan, David Jenkins, c'est quand même deux très bons secondes barres. Jack Morgan, Aaron Wainwright et il est où l'autre, James Botham, qui est peut-être la révélation dans le marasme gallois de cette dernière tournée de novembre. Moi, il m'avait impressionné, James Botham. Il n'y a pas Faletao, c'est quand même la surprise. Mais sur le banc, on voit un Tommy Ruffel, qui est quand même un super joueur aussi. Donc devant, moi, je pense que, à part leur première ligne, qui est quand même faible, je pense que, tu vois, Elliott dit Smith, Azirati, pardon, mais voilà, bon, enfin, je pense que vraiment en mêlée, on devrait prendre des pénalités. C'est pas possible autrement qu'on les foute pas sur le cul. Et au niveau de la charnière, la question c'était sur quel numéro 10. Est-ce que ça allait être Ben Thomas? Est-ce que ça allait être Dan Edwards? Donc, quoi qu'il, on est sur des jeunes joueurs. Dan Edwards, c'est 21 ans. Ben Thomas, c'est 25 à peu près, je crois. Ben Thomas, qui est plutôt un numéro 12. Il a joué longtemps 12, mais il joue de temps en temps en poste de numéro 10. Il a préféré mettre Ben Thomas. C'est lui, je crois, qui avait joué les derniers matchs. Alors, attendez, je vais vérifier ça. Non, il jouait 12 à l'Autumn Nations Cup, à l'Autumn Nations Series. Il jouait 12. Est-ce qu'il a joué 10 déjà avec le Pays de Galles? Il avait joué 10 dans la tournée, dans les test matchs d'Australie cet été. Voilà, ok. Donc voilà, c'est ce que... Bon, bah écoutez, pourquoi pas. En face, il y a quand même Romain Tamac, il y a quand même du beau monde. Il a raison, de toute manière, il se cherche. Anscombe et Costello, pas là par blessure ou par choix. Comme Sam Jens, le meilleur 10 gallois, est à Grenoble, il peut pas être sélectionné. Donc du coup, bah, il va partir avec Ben Thomas. Je suis très curieux. Je pense que le niveau quand même des trois quarts du Pays de Galles est bien plus faible que du côté français et qu'à mon avis, c'est là où ça va flancher en premier du côté gallois. Il rappelle Josh Adams, donc voilà, il y a de l'expérience. Liam Williams qui avait fait un petit tour du côté du Japon est revenu au Saracens là en décembre, donc il est de retour, donc il est sélectionnable. Bon, Liam Williams, moi j'aime beaucoup ce joueur, donc ça peut rassurer au niveau des coups de chausson, etc. Ça peut être pas mal. Au centre du terrain, Watkin Tompkins, c'est un peu l'expérience qu'ils ont, c'est une trentaine de sélections chacun ou un peu plus. Watkin est plutôt bien, ils sont entre guillemets plutôt en forme, tu vois, mais ça reste quand même d'un niveau moindre. C'est quand même moins dangereux, moins impressionnant. Bon voilà, et puis le banc est relativement faible du coup par rapport au niveau du banc de l'équipe de France. Donc bon, bah je vois largement une victoire de l'équipe de France. Ça peut être un match accroché si on le prend pas par le bon bout, mais quand même le niveau de l'équipe de France qu'on affiche par rapport à cette équipe-là du Pays de Galles, je vois pas un autre résultat qu'une victoire bonifiée, donc avec 4 essais de l'équipe de France pour lancer ce tournoi du 6 Nations. En tout cas, c'est tout ce que j'espère. Respecter l'adversaire, c'est la base. Respecter le rugby, c'est la base. Et puis, mais cette équipe de France-là doit envoyer un message dès la première journée. D'ailleurs, on sera en live sur la chaîne de Rivenzi pour suivre ce match France-Pays de Galles. Juste avant, dans l'après-midi à 17h, je vais aussi commenter le REC, qui est donc le Rugby Europe Championship, qui est le 6 Nations B si vous voulez, avec un match entre la Roumanie et l'Allemagne. Toujours intéressant de regarder le tiers 2 du rugby européen, puis surtout qu'il y a souvent beaucoup de joueurs du top 14 ou de la Pro D2, donc c'est toujours cool à regarder. Et après, samedi, vous me retrouverez sur ma chaîne Twitch et sur YouTube pour vibrer avec les 2 matchs du 6 Nations restants, Écosse-Italie, qui peut être surprenant, et le bon Irlande-Angleterre qu'on attend avec impatience. Aussi pour voir comment sont les Irlandais, comment sont les Anglais, puisque les Anglais, on va les affronter le week-end d'après, donc ça va être intéressant de voir tout ça. Et le soir, je ferai le 6 Nations U20 avec le France-Pays de Galles, avec tous nos jeunes joueurs, et ils sont plutôt remontés, donc c'est bon signe. Et puis ça peut nous permettre de découvrir les pépites de demain, même si la plupart sont déjà en top 14 ou en Pro D2. Voilà, j'espère que la vidéo t'a plu, si c'est le cas, n'hésite pas à mettre le petit pouce, toujours pour le soutien, pour le plaisir, et puis à très vite. Ciao, allez le bleu.